Prise record de cocaïne, 471 kilos. La coke était dans le bateau. C'est toute une filière qui est démantelée par la police française. Prison. Les syndicats de gardiens discutent en ce moment même avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Mot-clé, apaisement. Kaboul en apesanteur. La capitale afghane attend. Les soviétiques sont tous partis maintenant dans l'indifférence générale. 10 millions d'immigrés en Europe. La communauté européenne va-t-elle harmoniser ses politiques d'immigration? Ce soir, l'exemple allemand. Soutien et relance tous azimuts pour le cinéma. Françoise Giroud, présidente de la commission d'avance sur recettes, est notre invitée. Bonsoir. Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes? Pas du tout, ils ont de la cocaïne dans la cale. J'exagère à peine, le bateau était sur un parking. Allez savoir pourquoi. À Cosne-sur-Loire, en plein centre de la France. Dedans, 471 kilos de cocaïne. Je vous le disais hier, c'est une prise record. C'est plus que le total de toutes les prises précédentes de cocaïne. Quelques arrestations et une filière démantelée. Isabelle Staes. Un convoi exceptionnel, convoyage d'exception. Ce bateau de plaisance est bourré de cocaïne. C'est la mafia italienne qui devait réceptionner la drogue, soigneusement dissimulée dans la coque. 4 milliards de francs, une saisie record, fruit d'une longue filature menée par les services français et américains. Il y a un an, le SRPJ de Marseille apprend qu'une importante quantité de cocaïne doit transiter par la France à bord d'un voilier. La marchandise provient de Colombie, étape aux Antilles. Le voilier, chargé sur un cargo, débarque au Havre. Là, un semi-remorque charge l'ensemble, destination Cannes. Il n'y arrivera jamais. À Cosne-sur-Loire, la police intercepte le convoi. Fournisseur de la drogue, le cartel de Medellín en Colombie. Pour ces trafiquants, le marché américain est saturé. Résultat, ils se tournent vers l'Europe. Je crois que c'est un des symptômes qui nous font mal augurer de l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de la cocaïne. Car les trafiquants disposent d'énormes moyens, avions, hélicoptères, bateaux et même une armée privée. Nous allons nous attaquer au patrimoine des trafiquants. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a décidé la création d'un office central de répression de la grande délinquance financière, qui va s'attacher d'initiative à la recherche de l'argent sale, au réseau de blanchissement de cet argent. Les effectifs spécialisés de la police vont être doublés, la formation développée, mais les experts le savent, l'adversaire est de taille. Journée marathon en Ile-de-France pour le Premier ministre Michel Rocard. Une journée axée sur les problèmes de la vie quotidienne. Pour un développement social harmonieux pour les citadins, notamment dans les grands ensembles. En principe, la politique était absente de cette visite. Mais Michel Rocard a été interpellé par des enseignants qui manifestaient. Et finalement, il a évoqué d'un mot les affaires en cours. Écoutez ce qu'a dit le Premier ministre. Les milliards de la spéculation en bourse aujourd'hui, c'est excessif ça? Oui, c'est aussi excessif, c'est bien. Voilà donc ce que disait Michel Rocard tout à l'heure à propos des affaires dont on parle beaucoup. Michel Rocard a aussi visité un collège à Chanteloup-les-Vignes dans une ZEP. C'est une zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire une école en milieu défavorisé. Ces ZEP ont été créées par Alain Savary en 1981. Il faut savoir que plus de 900 000 enfants sont en situation d'échec scolaire. Alors dans les ZEP, il y a un soutien plus efficace que dans un collège normal, mais il faut bien le dire, tout est plus difficile qu'ailleurs. Reportage Chantal Kimerlin. Le slogan c'est le pansement et la stèche, c'est le meilleur quand on se prend une pêche. Michel fait de la pub au collège, car ici le collège est différent. C'est une véritable tour de Babel. On vient du monde entier jusqu'à 50 nationalités différentes de la 6e à la 3e. Dans de telles conditions, il faut bien enseigner et apprendre autrement. Je crois qu'il faut surtout passer par des pédagogies différentes, essentiellement quand il y a 34 ethnies dans une classe. Il y en a eu déjà des classes, disons, composées de 16 ethnies et vraiment d'horizons totalement différents. Pédagogie différente, pédagogie imaginée depuis 6 ans par les profs sur le terrain. Un principe, on travaille en petits groupes et en pluridisciplinarité. Le prof de maths peut enseigner le français et le prof de gym l'informatique. Plus de cloisonnement. Ensuite et surtout, on ouvre l'école sur la curiosité. Un journal télématique donne toutes les infos sur les sports, les cinés et les fêtes de la ville.
La plupart des élèves partagent une passion, l'équipe de handball, 3e de France. Dans quelques mois, ouverture d'une véritable station météo conçue et réalisée par les profs et les élèves. On fait les devoirs du soir, encadrés par des animateurs, dans des appartements prêtés par la mairie. Le plaisir que les enfants ont de venir ici, je crois que c'est la chaleur. Les élèves et les profs ici, c'est comme des frères, c'est une famille, comme des frères et des sœurs. Même le principal, il est très démocrate. Il tutoie tout le monde, alors il n'y a pas de problème. En 6 ans, les redoublements en 3e ont diminué de moitié. Les passages au lycée ont doublé, plus de vols, moins de violence, mais tout est difficile à réaliser. Il faut consentir des moyens en formation, des moyens en équipement, qui sont indispensables au-delà de ceux qui ont déjà été consentis et qui ont permis des avancées. Pour de nouvelles avancées, comme dirait quelqu'un d'un personnage de l'histoire fort connu, un peu d'audace, encore un peu d'audace et toujours un peu plus d'audace. Dixit Danton, l'enseignement ici est sans doute un peu révolutionnaire, mais tous les moyens ne sont-ils pas bons pour lutter contre l'échec scolaire ? Le conflit des gardiens de prison. Toute la journée, on a parlé d'apaisement. C'est ce qu'on disait de part et d'autre pour tenter de trouver une solution au conflit. Sachez tout de même qu'il y a encore eu des heurts dans la journée, notamment ce matin, entre policiers et surveillants. Quoi qu'il en soit, en ce moment même, les syndicats FO, CGT, UFAP sont dans le bureau de M. Dintillac, le directeur de l'administration pénitentiaire. Isabelle Bechler. Cette reprise de contact qui précède la vraie négociation de demain matin n'a sans doute pu s'effectuer que parce que de son côté l'administration a accepté de renoncer aux 13 mesures de suspension prononcées hier contre des gardiens et également de retirer les forces de l'ordre des prisons. En face, on suppose que les gardiens ont, eux, renoncé au piquet de grève pour demain matin. Fleury-Mérogis, 6 h ce matin, le piquet des gardiens est en place. Pas question pour le fourgon de sortir. C'est la conséquence logique de l'Assemblée générale tenue par les surveillants la veille au soir. Dans la région parisienne, avec ceux de la santé, ils sont parmi les plus mobilisés. Pour ce matin, en ce qui nous concerne, même modalité qu'hier. Pas d'extraction, pas de transfèrement. Même détermination, même réaction de la préfecture. Les gardes mobiles arrivent à 7 h pour faire place nette. Ils ne se feront pas mal car globalement l'ambiance reste bon enfant. La situation n'est pas bloquée. Dans Paris, à quelques kilomètres de là, le climat est à la négociation. Dans le bureau de Jean-Pierre Dintillac, le directeur de l'administration pénitentiaire, le nouveau patron de Force ouvrière, Marc Blondel, et le chef de la branche pénitentiaire de FO, Jacques Vialette, négocient. Tous trois se rendent dans le bureau de Pierre Arpaillange, le garde des Sceaux. Toute la journée, le ballet va continuer entre la rue Saint-Honoré et la place Vendôme. Se succéderont ainsi la CGT et l'UFAP, le syndicat autonome. Au sortir du ministère de la Justice, c'est généralement l'apaisement qui prévaut. La négociation n'a pas encore débuté. Je l'ai trouvé très ouvert et fermement décidé à cet apaisement. Je dois dire que j'ai bon espoir sur un certain nombre de problèmes. Pendant ce temps, à Fleury-Mérogis, le piquet de grève était toujours opposé aux forces de l'ordre. Un fourgon qui avait un peu trop forcé le passage en entrant était empêché de sortir. Si on nous fait des propositions concrètes, on ne va pas dire c'est tout ou rien. On va discuter. On va ensuite aller voir les personnels et leur dire voilà ce qu'on nous propose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pendant qu'on négocie à Paris au ministère, les gardiens de Fleury sont réunis en assemblée générale pour décider de la suite de leur mouvement à la lumière de cette ouverture. Voilà, et s'il y avait quelques quadrillages sur ces prisons, veuillez nous en excuser, c'était dû à des problèmes de transmission simplement. Affaire Nakache suite, maître Antoine Comte, l'avocat d'Anis Nakache, a révélé dans notre journal de 13 h tout à l'heure qu'un fonctionnaire du Quai d'Orsay avait rencontré Nakache dans sa prison courant 86. Ce fonctionnaire aurait été chargé, selon l'avocat, d'accompagner Nakache lors de sa libération, échange contre les otages français. La politique française, c'est toujours la bagarre PCPS pour les municipales, ça coince toujours pour la préparation des listes, on s'envoie des lettres et Georges Marchais s'est montré très dur envers les socialistes tout à l'heure. Bruno Roger-Petit.
Les oreilles socialistes ont sifflé sous le dôme communiste du comité central. Georges Marchais a dénoncé 40 duels municipaux PCPS annoncés hier, 80 avancés aujourd'hui par les socialistes. C'est trop, beaucoup trop pour le PC. Et si les négociations avec le PS bloquent, selon Georges Marchais, la faute en incombe aux socialistes. Le PC attend donc un geste de son partenaire pour débloquer la situation dans les jours à venir. Disons que débloquer la situation, comme vous le dites, dans les jours qui viennent, en admettant qu'on envisage la fin de la semaine, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des discussions qui sont engagées en bas et de l'intervention du Parti socialiste en direction de ces organisations. Mais si Georges Marchais n'est pas content des socialistes, les socialistes, eux, ne sont pas contents de Georges Marchais et de ses accusations. L'appréciation de la direction du Parti communiste qui tente à dire que c'est de la faute exclusive des socialistes si on n'aboutit pas, ça me paraît pour le moins être une exagération irréaliste. Le ton monte, à croire que le 3 février dernier, lors de leur dernière rencontre au sommet, communistes et socialistes ont conclu un accord national pour mieux constater tous leurs désaccords locaux. L'Afghanistan, les soviétiques sont partis et Kaboul se retrouve face à elle-même. Qui va prendre le pouvoir dans la capitale afghane? Qui va entrer le premier dans Kaboul libéré? Quelle fraction de Moudjahidine et comment Kaboul va réagir? Sur place, nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny et Jean-François Hoffmann. Les Kaboulis sont maintenant livrés à eux-mêmes dans la capitale afghane. On y trouve face à face deux communautés. Ceux qui ont choisi le communisme, avec plus ou moins de conviction, et ceux qui restent farouchement attachés aux valeurs traditionnelles, souvent proches des Moudjahidines. Ils affichent la différence. Les sympathisants du régime pro-soviétique portent moustaches et vêtements à l'occidental, alors que ces deux jeunes barbus pourraient très bien être des Moudjahidines. D'un côté, les femmes sont dévoilées, de l'autre, elles portent encore le tchadéri. Un mélange explosif placé sous l'étroite surveillance d'une armée afghane omniprésente, dont certains officiers montrent des signes évidents de nervosité. Jour après jour, les foules se pressent plus nombreuses autour des centres de distribution de vivres. Il n'y a plus de farine. Les routes sont bloquées, explique ce Kabouli. Ils n'en donnent qu'aux familles des martyrs et aux blessés de guerre. Ceux qui ne bénéficient pas des bons de rationnement distribués par le gouvernement doivent payer le tiers du salaire mensuel moyen pour 7 kilos de farine. L'armée est très vigilante, mais aussi les membres des jeunesses communistes, les Komsomol, comme Daoul, 14 ans, qui nous explique, sûr de lui, les Moudjahidines, ils sont à 120 km. L'avenir de Kaboul, c'est aussi ici, dans le bazar, qu'il se joue. C'est ici qu'ont lieu les attentats à la voiture piégée des chiites. C'est ici que les Moudjahidines peuvent évoluer, comme des poissons dans l'eau. Alors, quelle est la popularité du gouvernement actuel auprès de cette population traditionnelle? C'est une inconnue qui pourrait devenir déterminante. Et j'ajoute cette déclaration de Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères. Il était à Genève tout à l'heure. Il a dit que la France serait hostile au pont aérien sur Kaboul, mis en place par l'ONU, si ce pont aérien devait servir à y maintenir un gouvernement ayant perdu sa légitimité. Ce sont les termes de M. Roland Dumas. Les affaires, maintenant que la COB a rendu son dossier sur l'affaire Péchinet, c'est l'affaire Société Générale qui tient la vedette. Y a-t-il eu des irrégularités au moment de la tentative de prise de contrôle de la Société Générale par des actionnaires? C'est la nouvelle question que se pose la COB, la Commission des opérations de bourse. C'est pourquoi elle a reçu ces jours derniers les principaux protagonistes de cette affaire, notamment messieurs Pellerin, Pébro et Descours. Mais déjà, ces différents protagonistes ne sont plus d'accord entre eux. Claire Chazal. Pour mener son enquête sur la Société Générale, la COB examine à la loupe une courbe. Cette courbe qui suit jour par jour les échanges de titres de la banque depuis le printemps 88. Deux pics apparaissent nettement en août et septembre, avant le raid officiel fin octobre de Georges Pébro sur la première banque privée française. La question alors se pose. Certains des alliés de Pébro, dont vous voyez ici la liste, n'auraient-ils pas ramassé des actions de la banque pendant l'été, sachant qu'ils pourraient les revendre plus cher au moment du bouclage de l'opération? L'un d'eux, Christian Pellerin, président de la SARI, a bien acheté et vendu des titres Société Générale pour son compte, mais il affirme qu'il l'a fait de bonne foi, ce que refusent de croire aujourd'hui les autres partenaires de Pébro, comme Jean-Louis Descours, le président des Chaussures André.
Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'actionnaire de la SIGP, personnellement, je n'étais pas informé des achats personnels de M. Pellerin. Pour vous, l'opération Société Générale était amicale? Tout à fait amicale, et pour moi, elle l'est encore. Mais autre question, la Caisse des dépôts, qui recueille tous les bas de laine des Français, avait-elle vraiment pour vocation d'investir 1 milliard de francs dans l'affaire? Son directeur général devrait en tout cas s'exprimer sur ce point demain. Marc Viennot, président de la Générale, semble aujourd'hui plutôt serein. Ses attaquants, affaiblis par les soupçons de la COB, pourraient bien accepter rapidement une solution de repli. Et dans notre série, bien sûr, ça se passe en France, mais c'est souvent pire à l'étranger. Voici le Japon. C'est vrai qu'au Japon, la corruption des hommes politiques est devenue quasiment quotidienne. Dernier épisode en date, la démission de M. Tsukamoto, président du Parti socialiste démocrate. Il était lui aussi impliqué dans un scandale boursier. Alors comment réagissent les Japonais à tous ces scandales permanents? Michel Monponté. Les Japonais ont deux visages. Tatemae, l'apparence, le masque, toujours de mise. Hone, le visage intime, vrai, mais ici, considéré comme obscène. Le scandale de la Recruit Cosmos est l'illustration parfaite de ce jeu de masque à la nippone. Recruit Cosmos, cette énorme société de télécommunications de Tokyo, soudoyait très largement un véritable bataillon de députés de tout premier plan. Comment? En offrant des titres de la Recruit Cosmos avant leur introduction officielle à la bourse, bénéfice net de 1 à 5. Certains des députés de cette chambre, 76 au total, percevaient même un véritable salaire de la Recruit Cosmos. Et pourtant, les Japonais ne semblent pas particulièrement choqués de voir leur élu si avide de profit. Les Japonais, d'une façon générale, pensent que la classe politique est mauvaise et que les députés sont mauvais, à l'exception de son député. Car tout le monde appartient à une association de soutien local à son député, lequel député finance largement l'association sur ses fonds, verse des chèques aux couples qui se marient, verse des chèques au moment d'un deuil, et donc le député finance ses électeurs. Kishi Miyazawa, depuis 25 ans l'un des tout premiers personnages de l'État nippon, il a déjà occupé tous les postes, intérieur, industrie, finance. Mais là, il est le premier d'une longue liste d'hommes politiques à démissionner. Que lui reproche-t-on? D'avoir profité de sa position pour s'enrichir? Pas du tout. Simplement d'avoir menti pour protéger un de ses subalternes. Mentir, impardonnable au pays des masques. Ikishi Ezoe, le PDG de la Recruit Cosmos, l'homme par qui le scandale est arrivé. Dans sa bouche, devant la commission d'enquête, une étrange confidence. Quand une goutte d'eau tombe dans un lac, chacun peut voir ses ronds dans l'eau, dit-il. Mais ici, les vagues de la mer, pourtant 1000 fois plus grosses, personne ne les remarque plus. L'Allemagne examine un projet pour ses immigrés. Il s'agit de faciliter l'obtention de la nationalité ouest-allemande à ces mêmes immigrés. Alors cela nous ramène à notre dossier de la semaine. Quelle solution pour les 10 millions d'immigrés de la communauté européenne une fois que les frontières seront levées en 1993? Ce soir, l'exemple allemand justement. Problème majeur pour nos amis allemands, les réfugiés politiques. Ils viennent d'Europe de l'Est, mais aussi du monde entier. Peut-on les accueillir et comment? Philippe Rochaud, reportage. Je prie pour qu'on m'accepte en Allemagne parce que je ne peux pas retourner en sécurité au Nigeria. Ils sont 100 000, comme elle, parqués comme ici en Bavière dans une ancienne caserne de la police. Africains, Polonais, Iraniens, Libanais, Tamouls, Turcs, ils demandent tous un asile politique que l'Allemagne fédérale ne distribue qu'au compte-gouttes. Ils ont échoué ici parce que pour eux, le bateau du secours s'arrêtait à Hambourg ou l'avion de la dernière chance à Francfort. Ils se retrouvent en Allemagne sans l'avoir demandé, et en plus en Bavière, où le phénomène de rejet des étrangers est le plus fort d'Europe. Parce que tout d'abord, ici, il faut savoir, les gens, c'est-à-dire la psychologie des gens des Allemands de l'Ouest, tout d'abord, ils n'aiment pas les étrangers, et surtout, nous, les Africains, ils disent que nous, on n'a pas de problème chez nous. Tout d'abord, bon, c'est un pays du tiers-monde, on n'a pas le droit de vivre ici en Europe, précisément ici en Allemagne fédérale. 500 demandeurs d'asile se retrouvent ici. Les conflits qui les ont amenés dégénèrent souvent en bagarre. Ils se sentent rejetés alors qu'ils croyaient être dans une terre d'accueil. En Bavière, étranger égale sida, alors ils sont exaspérés par les prises de sang régulières qu'ils doivent subir. En arrivant ici, on m'a pris encore le sang.
Après 2 semaines, il y a le chef ici qui est venu dans ma chambre. Oh non, il faut que tu pars chez le docteur le matin. Il m'a pris ma carte. Si tu ne pars pas, tu ne peux pas manger. Nous sommes en prison ici parce que, d'abord, nous ne sommes pas libres. Nous sommes obligés d'exécuter tout ce qu'on nous dit ici. Tu vois ça, je peux prendre un exemple. Vous partez au restaurant là-bas, la nourriture que moi je ne veux pas manger, on te force de manger parce que vous êtes obligé de manger cette nourriture. Étant africain, je ne suis pas habitué à manger cette cuisine qui est là. Tu vois ça. Et puis la nourriture ne suffit pas. Elle est trop petite. Si j'imagine le riz qu'on nous donne, c'est presque 4 cuillères de riz qu'on nous donne ici, dans ces petits restaurants-là. Les demandeurs d'asile reçoivent le minimum vital, suffisamment pour ne pas attirer la colère des organisations humanitaires et pas trop pour que d'autres ne soient pas tentés de venir. Tous ceux que nous avons rencontrés ont de bonnes raisons d'être ici, mais 9% seulement se verront accorder l'asile politique. Pour justifier la quasi-fermeture de ses frontières aux immigrés, l'Allemagne fédérale affirme que la majorité des demandeurs d'asile qui échouent ici sont en fait les futurs parasites de sa prospérité économique. Un plan pour aider le cinéma, c'est le plan de Jack Lang. Le ministre de la Culture l'a présenté ce matin. Augmentation des aides au cinéma, un nouveau système pour favoriser les films de prestige à gros budget, voilà 2 exemples. Bref, un gros effort pour une relance tous azimuts. La chance du plan Jack Lang, c'est d'intervenir dans un contexte un tout petit peu moins défavorable après les très mauvaises années que vient de vivre le cinéma français. Jean-Claude Darigo. Quand on voit le clinquant des néons et les files d'attente devant les salles des Champs-Élysées, on a du mal à croire à l'existence d'une crise du cinéma. Pourtant, le cinéma ne va pas bien. Des centaines de salles ont été fermées et l'on est en droit de se demander si cette forme d'art populaire par excellence ne va pas peu à peu être marginalisée. 2 chiffres vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe en France. 1957. Ce public-là existe à Argenteuil par exemple, car s'il en avait été autrement, il n'y aurait plus une seule salle de cinéma dans cette ville de 100 000 habitants depuis le 31 décembre 1988. À cette date, les exploitants des 10 cinémas d'Argenteuil ont mis la clé sous la porte, leur argument, rentabilité insuffisante. Face à cette situation d'urgence, les collectivités locales ont réagi, acquis les locaux et réouvert les salles. Faut-il ou non du cinéma encore en France? Nous répondons délibérément oui. Et comment? En mettant à plat les grands problèmes de la crise du cinéma français, qui sont une crise de création, une crise de production, une crise de diffusion. Et singulièrement à Argenteuil, nous avons essayé de répondre à cette préoccupation. Mais évidemment, il faut immédiatement penser à l'État qui doit nous accompagner dans la résolution de ce problème. Les mesures du ministère de la Culture seront donc les bienvenues à Argenteuil comme ailleurs. Avec nous en direct, la nouvelle présidente de la commission d'avance sur recettes. C'est Madame Françoise Giroud, ancien ministre de la Culture. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous avez déjà une petite idée sur votre fonction. Votre diagnostic d'abord, est-ce que le cinéma français va très mal ou va moyennement mal? Non, je ne dirais pas qu'il va très mal. Nous sommes dans une situation paradoxale, en ce sens que la télévision diffuse 1500 films par an, 1500. Dont la moitié doit être d'origine française, et que dans le même temps, le public déserte les salles et qu'on ne produit pas parce que le public déserte les salles. Il est évident qu'on va se sortir de cette situation. Le cinéma ne va pas disparaître, puisqu'encore une fois, on diffuse un nombre tout à fait considérable de films chaque année. Alors, il faut probablement s'adapter à cette situation, et il me semble que les mesures qui sont préconisées, qui sont prises par le ministre, vont dans le bon sens, puisqu'elles visent en somme, d'une part, à essayer de susciter un plus grand nombre de films à grand budget, à grand spectacle, parce qu'on a vu qu'ils avaient marché cette année. Et d'autre part, à susciter le plus grand nombre de créations et de premiers films dont on a vu qu'elles ont marché, puisque un film comme La vie est un fleuve tranquille, par exemple, n'est pas un film à grand budget, est un petit film, comme on dit, qui a admirablement marché. On va revenir à tout cela, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit au début. Est-ce que vous pensez que la télévision doit réfréner ses appétits? Réfréner ses appétits, non, si elle paye, pour qu'on fasse des films. Cela dit, jamais le plaisir que l'on prendra à voir un film à la télévision
ne sera égal à celui que l'on prend dans une salle. C'est incomparable. C'est magique, le cinéma. Une salle de cinéma, c'est merveilleux. L'obscurité, les rideaux rouges, enfin tous les gens qui ont été au cinéma dans leur jeunesse, ce qui est mon cas, et beaucoup d'autres, et celui de beaucoup d'autres, le savent. Rien n'est comparable. Je suis totalement de votre avis. Alors, vous êtes présidente de la commission d'avance sur recette. Il faut dire, je crois plus simplement, c'est une commission qui va donner des avances pour que se fassent des films. Quels seront vos critères? C'est ça. Je précise que cette commission n'a pas été créée maintenant. Non, elle est ancienne, elle a été présidée à plusieurs reprises de façon excellente. Écoutez, je ne vous dirai pas quels sont mes critères parce que je ne serai pas seule. C'est une commission. Donc, il y a même deux commissions. L'une concernant l'ensemble des films et l'autre concernant les premiers films ou les seconds films. Il y a donc deux commissions distinctes et je coiffe les deux. Les critères, vous savez, il faut se décider au vu du scénario et du projet, en somme. C'est extrêmement difficile, il faut bien le savoir, parce qu'un scénario n'est pas un livre, ça n'est pas quelque chose de forcément agréable à lire, et ça peut être très bon sans avoir été agréable à lire. Donc il faut espérer que moi-même et l'ensemble de ceux qui voudront bien collaborer avec moi, nous aurons du jugement. Merci Madame la Présidente, merci bien. D'autres informations tout de suite, en bref, en images. Cela se passe aux États-Unis. Les difficultés de quelques personnages vedettes de l'actualité américaine. Éric Perrin. Happy birthday Ronnie. 3 semaines après avoir quitté la Maison-Blanche, Ronald Reagan a fêté ses 78 ans. Pas question pour autant de pantoufler. L'ancien président doit tenir des conférences dans le monde entier. On le réclame à la radio, à la télévision. On le sollicite même pour refaire du cinéma. Histoire d'arrondir ses fins de mois de président en retraite, Reagan a signé un contrat de 32 millions de francs pour écrire ses mémoires, sans l'aide d'un nègre, précise la maison d'édition. Kitty Dukakis, la femme de l'ancien candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Michael Dukakis, ne se remet pas de la défaite de son mari. Elle suit, dans un établissement de lutte contre l'alcoolisme, une cure de désintoxication. Elle avait déjà dû être soignée dans le passé pour se désaccoutumer d'amphétamines et de pilules pour maigrir. John Tower, le secrétaire d'État à la défense de la nouvelle administration Bush, sera-t-il confirmé à son poste par le Sénat? Son passé de consultant pour des fabricants d'armes cadre en effet assez mal avec la volonté d'indépendance affichée par George Bush. Son goût pour les jolies femmes pourrait lui être fatal. Le FBI a ouvert une enquête sur une de ses anciennes maîtresses qui serait originaire d'un pays de l'Est. Et comme si tout cela ne suffisait pas, une rumeur grandissante veut que John Tower ait un autre vice, l'alcool. Et dans cette série, il n'est pas toujours facile d'être une star. Voici l'affaire Borg. Björn Borg a-t-il oui ou non tenté de se suicider? C'est probable. Cela s'est passé à Milan. Borg, l'un des plus grands champions de tennis de notre époque. Star jusque dans sa manière d'abandonner le tennis, Borg est redevenu soudain un homme comme les autres, avec ses doutes et ses faiblesses. Borg a avalé des barbituriques. Jean Mamère. Du revers à deux mains au jeu lifté de fond de cours, d'un palmarès extraordinaire, 5 victoires à Wimbledon et 6 à Roland-Garros, Björn Borg n'a jamais rien fait comme les autres. Le Suédois de glace avait su être le premier à tirer un profit énorme de son sport. Il signait, il y a 10 ans, avec une firme de raquettes, le plus gros contrat publicitaire jamais obtenu par un athlète, 1,5 milliard de centimes. Devenu par la suite, sans doute le plus jeune retraité du monde à 25 ans, il dépense alors son temps entre les exhibitions lucratives, les jeunes filles du jet-set international, Monaco et les paradis artificiels. Son premier mariage avec la Roumaine Mariana Simonescu s'en ressent. Il divorce, puis se sépare il y a quelques mois de la mère de son fils, pour vivre en Italie avec la chanteuse rock Loredana Bertè. Redevenu apparemment comme tout le monde, Borg aurait tenté de se suicider cet après-midi. Il doit cependant épouser le 26 février prochain Loredana, mais l'ancien champion risque bien ce jour-là de ne pas être au mieux de sa forme. Le ski championnat du monde à Vels, dans le Colorado, c'est Tamara McKinney, déjà championne du monde du combiné, qui a remporté la première manche du slalom spécial dames. Vreni Schneider, en revanche, la grande favorite, elle a complètement raté son parcours, et la Française Patricia Chauvet, elle est tombée. Gérard Holtz. Gérard ? Oui, au départ du slalom féminin des championnats du monde, espoir français rimette avec Chauvet. Mais après 23 secondes de course, patatras pour Patricia, le poids du corps sur le ski intérieur, une faute qui ne pardonne pas en slalom, le ski extérieur dérape, c'est la chute. Patricia Chauvet éliminée, les autres françaises Masnada 15e, Frère 13e, Dorota Mogor 10e, trop sur la défensive les françaises, n'est-ce pas Dorota ?
En bas, si on est en arrière, on ramasse. Le parcours est comment? La piste a marqué quand même. Ce qui a surtout marqué, c'est le punch, la détermination, l'efficacité de Tamara McKinney dans cette première manche. Un bon équilibre, une bonne relance entre les piquets. McKinney a dominé cette première manche de slalom comme elle l'avait fait dimanche dernier dans le slalom du combiné. Vreni Schneider, la grande favorite, est à 1 seconde 47. Ce soir, donc, peut-être l'événement. Vreni l'imbattable, dominé par Tamara. Le résumé, après les dossiers de On retrouvera Gérard pour le résultat de ce slalom spécial aussitôt après les dossiers de l'écran. Fin de ce journal, la météo tout de suite avec Sophie Davant qui ce soir a carrément mis l'anticyclone sur sa tête, sur la nôtre aussi. Dernier journal un petit peu avant minuit, ce sera bien sûr Henri Sagnier. Demain matin, Télématin, Roger Isabelle à partir de 6h45. Excellente soirée sur Antenne 2, à demain soir 20h.